défi. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Domiti, cofondatrice de Scopéo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 9e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Monsieur Nicolas Framont, mais avant tout, je laisse la parole à Émilien, rédacteur chez Scopéo, pour qu'il puisse poser le décor de ce nouveau podcast. Merci Domiti, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, et surtout bonjour à vous, Monsieur Nicolas Framont. Bonjour. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de sujets relatifs à la stratification sociale et à la lutte des classes. Pour préparer cette entrevue, nous nous sommes appuyés sur votre dernier livre qui s'intitule La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie, que vous avez coécrit avec Céline Derkaoui. Mais avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Framont, je vous laisse vous présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent. Oui, très bien. Merci de m'avoir invité. Donc, Nicolas Framont, alors je me présente comme sociologue et puis surtout comme co-rédacteur en chef d'un magazine en ligne qui s'appelle Frustration, qui est un magazine qui existe depuis 2013, qui a d'abord été un magazine papier, puis qui est devenu un magazine entièrement web il y a à peu près 3 ans. Donc ça, c'est une de mes activités. Sinon, j'ai exercé différentes professions liées à la sociologie. J'ai enseigné à l'université à Paris 4 Sorbonne pendant plusieurs années. Puis, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Puis, j'ai travaillé comme expert pour les représentants du personnel dans les entreprises. Et puis, actuellement, là, je suis en cours de reconversion j'ai rejoint l'exploitation de mon compagnon, qui est donc agriculteur en agriculture biologique, en reprise de l'exploitation de mes parents. Donc, en fait, je vais faire ça, c'est-à-dire à la fois diriger un magazine en ligne et puis en même temps faire une activité agricole, ce qui en fait me convient parfaitement. Voilà pour les grandes lignes. Alors merci. On va aborder en premier lieu une question que vous abordez dans votre livre, qui est la question de la classe moyenne. C'est un terme qui est assez omniprésent dans la bouche des hommes politiques, puisqu'en utilisant ce terme, ils ont l'impression de s'adresser à la majorité des Français, mais c'est une notion qui demeure assez floue et qui n'est jamais très clairement définie. Donc, premièrement, comment est-ce que vous la définiriez? Et en rapport avec la classe moyenne également, en programme de SES de lycée, on est habitué à voir ce schéma de la toupie pour présenter la stratification sociale avec en bas des classes sociales pauvres qui sont relativement faibles et des classes sociales riches qui sont relativement peu nombreuses également, mais une très large majorité de classe moyenne. Donc, est-ce que ce schéma de la toupie qui était valable après les 30 Glorieuses est encore d'actualité, ou est-ce que la classe moyenne est en train de disparaître? C'est très intéressant que vous parliez de ce schéma de la toupie, puisque moi-même, j'en ai un bon souvenir pour l'avoir eu moi-même dans mes propres cours de SES. Et c'est très intéressant parce que je pense que c'est un schéma qui marque les imaginaires, et c'est un schéma qui est à la fois idéologique. Je vais revenir là-dessus. Et donc, je vais commencer par vous parler du schéma et ensuite, éventuellement, on s'arrêtera sur cet épineux problème de la définition. Donc, je pense qu'il faut revenir un peu dans l'histoire sociologique de cette classe moyenne. Originellement, on a tendance à stratifier la société sous le régime capitaliste en 2 catégories qui sont principalement ceux qui possèdent et ceux qui travaillent. Ça, c'est ce qu'on nous présente souvent comme l'analyse classique, un petit peu datée, c'est celle du 19e siècle, celle qui a été réalisée en grande partie par Marx, mais pas uniquement. Ce schéma, donc, qui prédomine dans l'analyse de la société jusque dans les années 80. En réalité, il structure même le discours politique, tous bords confondus. Mais évidemment, ce schéma-là, il est basé sur une idée qui aurait finalement un antagonisme entre différentes classes sociales, tourné autour du travail principalement. Ce schéma, il a été très contesté, évidemment, puisque c'est une grille de lecture du monde. Il faut toujours penser qu'on a différentes grilles de lecture. Elles correspondent à des vérités sociologiques et pour moi, elles s'en rapprochent ou pas, mais c'est avant tout des grilles de lecture. Donc, elles sont toujours questionnables, etc. Et c'est toujours important de questionner ces grilles de lecture-là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à partir des années 80, c'est imposé en lieu et place de cette grille de lecture exploiteur, exploité ou, si vous voulez, possédant, travailleur, une autre grille de lecture
qui est celle symbolisée par la toupie d'Henri Mandras, donc, qui était un sociologue qui, en fait, à la fin des années 70, a théorisé l'idée selon laquelle on allait sortir progressivement d'une société de classe parce qu'il y aurait de plus en plus cette grosse classe moyenne qui allait se caractériser. Et ce qui est important, c'est de considérer que ce schéma, il a été fait par anticipation. En réalité, Henri Mandras faisait de la prospective sur la base de la société française des années 70, qui était effectivement une société où la répartition entre le capital et le travail avait été faite par toute une série de grandes réformes qu'on connaît, hein, celle de l'après-guerre, mais aussi toutes celles qui ont suivi, c'est-à-dire qu'après la libération, on a assisté à un formidable redéploiement de richesses, pour le coup, entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent. Et donc, effectivement, on a été sur si vous voulez, une courbe de répartition des richesses qui a fait qu'on a pu croire à un moment donné qu'on allait arriver vers l'émergence d'une grande classe moyenne. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est ça qui est intéressant quand on regarde la structure des inégalités en France, c'est que les inégalités baissent durant les années 60, 70, 80, par le biais de politiques de redistribution qu'on connaît bien, ne serait-ce que la sécurité sociale, c'est une très grosse politique de redistribution, puisque toute une partie des revenus qui étaient autrefois alloués au capital ont été alloués à un système d'économie socialisée qui est la sécurité sociale. Donc évidemment, il y a eu toutes ces réformes-là. Donc on pouvait s'imaginer que les choses allaient en fait s'équilibrer. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que cette toupie, elle est fausse en réalité. C'est qu'à partir du début des années 90, les inégalités augmentent à nouveau. Elles augmentent et puis elles augmentent de façon exponentielle à l'orée des années 2000 et particulièrement après la crise financière de 2008. Et les différentes crises qui ont ponctué l'histoire du capitalisme depuis n'ont que été des crises qui ont redistribué les richesses du bas vers le haut. Et même la crise qu'on vit actuelle, la crise sanitaire, c'est une crise dans laquelle ce dont on s'aperçoit sur les données statistiques de 2020, c'est que les personnes qui étaient déjà riches sont encore plus riches et les personnes qui étaient déjà pauvres sont encore plus pauvres. Donc en fait, la toupie, elle ne marche pas du tout. Si on regarde la société française, ça ne fonctionne pas en toupie. Je dirais plus pour moi que ça fonctionne en pyramide, si on devait visualiser les choses. On est dans une société pyramidale avec effectivement une minorité de riches, mais qui s'enrichissent, une portion intermédiaire que nous, dans notre livre, on appelle la sous-bourgeoisie, même si on n'est pas tout à fait ce terme, je pense qu'on pourrait trouver mieux, mais disons l'idée, c'est que vous avez la bourgeoisie qui est le groupe de ceux qui possèdent le capital et qui monopolisent les richesses et qui tendanciellement le monopolisent de plus en plus. Et puis, vous avez ce groupe intermédiaire que nous, on définit autour des 10% les plus riches, hein, entre les 1% et les 10% les plus riches, qui vont être le groupe d'encadrement du système, c'est-à-dire les gens qui promeuvent le système capitaliste, en retirent un certain nombre de fruits, même si ce ne sont pas les plus riches, en bénéficient, etc. Et le revenu des 10% les plus riches a d'ailleurs augmenté aussi en 2020. Et puis ensuite, vous avez tendanciellement les 90% restants, qui bien sûr sont répartis entre différentes strates de revenus, mais qui pour moi ont plus de points communs que de différences. Et ce point commun, et celui qu'on avait beaucoup oublié avec la notion de classe moyenne, c'est le fait qu'ils sont à des postes plus ou moins subordonnés. C'est pas simplement, alors ça peut être, même quand on a fait des niveaux d'études, on a un certain niveau d'études, on peut avoir un poste subordonné, et ce poste subordonné, au service des autres, en fait, nous empêche d'accumuler du capital. Et pour moi, c'est bien ça la grosse différence structurelle dans la société, c'est est-ce qu'il y a des gens qui accumulent du capital et ce capital leur donne du pouvoir sur le reste de la société? Et puis à côté de ça, il y a des gens qui simplement n'ont que leur force de travail, hein, c'est ce que disait Marx, mais ça reste vrai pour la grande majorité d'entre nous, et du coup n'accumulent rien au fur et à mesure de leur vie, ni au fur et à mesure des générations, et donc se retrouvent tout le temps en position dominante. Et du coup, pour revenir, une fois qu'on a fait cette petite généalogie du concept, il faut bien voir, voilà, comme je vous dis, hein, tout ça, c'est des grilles de lecture concurrentes. Il faut bien voir que la grille de lecture lutte des classes, elle sert un certain nombre d'idées politiques, notamment le renversement des classes sociales, donc des idées politiques, on dirait de gauche, mais moi je dirais surtout liées à la lutte des classes, anticapitaliste. Et cette grille de lecture qui a consisté à dire non, mais tout va bien, regardez, il va y avoir une très grosse classe moyenne dans laquelle on va tous être, quelques riches parce qu'il en faut bien, quelques pauvres parce qu'il en faut bien, c'est une grille de lecture qui, elle, sert plutôt l'ordre établi. Parce que finalement, la société devient acceptable à partir du moment où on dit la richesse et la pauvreté, c'est des choses relativement marginales, et pour la majorité d'entre nous, ce qui nous attend, c'est d'être moyen. La société est acceptable. Si vous commencez à dire non, il y a des dominants, il y a des dominés, et ça se perpétue à travers le temps sans critère de justice, là, ça devient inacceptable. Donc, il y a bien un combat politique dans ces grilles de lecture-là, même si, évidemment, pour moi, la grille de lecture lutte des classes est bien plus proche de la réalité sociale que la grille de lecture
moyenniste, on va dire, classe moyenne. Et du coup, bah, la conséquence de tout ça, quand vous me demandez de définir la classe moyenne, c'est que bah, du coup, moi, je pense que c'est un concept relativement flou et que si on voulait être tout à fait correct, à la limite, moi, je veux bien qu'il y ait une classe moyenne, même si je ne sais pas si j'emploierais le terme de classe, mais pour les gens moyens, en France, ce seraient les gens qui se situeraient autour du salaire médian. Le salaire médian, hein, donc c'est pour ça que c'est plus important d'ailleurs de prendre la médiane que la moyenne. Médian, c'est 50% au moins, 50% en plus. Là, vous êtes au milieu et vous pouvez vous dire moyen. Et dans ces cas-là, tendanciellement, les gens qui sont moyens en France actuellement, c'est des gens qui gagnent, tous revenus confondus, à peu près 2 000 € par mois. Là, OK, c'est les personnes moyennes. Mais on voit bien dans le discours politique qu'en réalité, quand ils parlent de classe moyenne, les différents politiques hein, de tous bords confondus, en fait, ils ne parlent pas simplement de ces gens qui gagnent autour de 2 000 €. Souvent, ils vont parler, d'ailleurs, on parle souvent de classe moyenne supérieure, et là, on parle de gens qui peuvent gagner jusqu'à 5 000 – 10 000 € par mois. Donc, on voit bien qu'il y a un gros souci là-dessus, et que cette définition, selon moi, ce terme est largement inopérant. En fait, on ferait mieux de s'en passer pour mieux comprendre la réalité sociale que de continuer à l'utiliser pour ne pas la décrire. Voilà. Je me permets juste de rebondir encore sur la toupie et la société pyramidale que vous avez décrite. En décrivant la société pyramidale, vous semblez être plus ou moins peut-être en accord avec la thèse d'Emmanuel Todd, avec une élite qui est relativement peu nombreuse et une masse atomisée qui est très nombreuse. Et qu'est-ce que vous pensez au contraire du modèle qui serait plus un modèle de sablier, qui correspondrait plus à la France décrite par Christophe Guilluy, avec une France d'en haut, une France d'en bas et une classe moyenne qui serait très très peu nombreuse? Je pense qu'effectivement, en fait, comme je dis, ce qu'on entend par classe moyenne, en réalité, elle est peu nombreuse. Hein. La majorité des gens au travail gagnent moins de 2 500 €, etc. Donc, le groupe qu'on appelle souvent classe populaire, que nous, on appelle classe laborieuse, c'est-à-dire ceux qui voilà, ont un salaire et sont limités dans leur pouvoir d'achat, est très majoritaire. Mais du coup, pour moi, ça va plus dans le sens d'un schéma pyramidal, parce qu'encore une fois, bah, les plus riches sont peu nombreux. Encore une fois, pour moi, si on cumule voilà, ceux qui possèdent vraiment notre économie au point d'en tirer, de pouvoir la contrôler, on parle voilà, de 1 à 5% de la population, hein, c'est-à-dire voilà, ceux qui dirigent notre économie, ceux qui dirigent notre politique. Si vous voulez, moi, ma définition de ce qu'est la bourgeoisie, ce n'est pas simplement le patronat, mais c'est aussi les très hauts fonctionnaires, les membres de la classe politique qui se reproduisent à le temps, les gens qui ont une aura médiatique et culturelle. Voilà, c'est des gens qui sont en position de direction et qui, par ailleurs, tirent des gros revenus de ça. C'est ces gros revenus qui leur permettent d'avoir ces postes de direction, mais c'est ces postes de direction qui leur permettent d'avoir ces gros revenus. Voilà, il y a ces deux dimensions à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si je parlerai de sablier, voilà, parce qu'encore une fois, quantitativement, moi, je trouve que le schéma pyramidal fonctionne pas mal, si on veut visualiser les choses. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une base large fait de gens qui tendanciellement ont le même mode de vie, ont les mêmes galères financières. Hein. C'est un peu la base gilet jaune, on pourrait dire. Hein. C'est des gens qui avaient pour point commun d'avoir du mal à boucler leur fin de mois. Évidemment, il y a des gens encore bien plus pauvres que ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Quand on gagne le RSA, on est dans des difficultés qui sont autrement plus considérables. Et puis ensuite, petit à petit, le nombre d'élus se raréfie à travers, à fur et à mesure qu'on monte dans la société. Voilà. Et je dirais, si je devais, par rapport aux théories que vous me donnez, alors c'est intéressant parce que clairement, quelqu'un comme Christophe Guilluy ou Emmanuel Todd, c'est des gens qui, pour moi, ont l'immense mérite de proposer des grilles de lecture de la réalité sociale basées sur des faits. Voilà. Donc après, ça peut être des théories concurrentes et on peut toujours discuter. Par exemple, pour moi, Christophe Guilluy, c'est quelqu'un qui met beaucoup trop l'accent sur les paramètres géographiques plus que sur les paramètres sociaux et sur le travail. Mais bon, pour moi, c'est quand même des théories qui ont le mérite de ramener la question sociale et les inégalités sociales et de les expliquer. Ça, c'est très important. Vous avez mentionné la question des gilets jaunes rapidement et la vision qu'on avait de la distribution de la société et donc des classes défavorisées dans la société. Les événements liés aux manifestations des gilets jaunes ont été très médiatisés. Et souvent, la classe médiatique, qui était plutôt ordinairement classée à gauche, a eu une approche des gilets jaunes qui pouvait parfois être considérée comme plutôt bourgeoise,
par rapport aux débordements, notamment aux violences qu'il y a pu avoir. Est-ce que vous considérez que cette gauche est devenue trop bourgeoise pour se préoccuper des revendications du petit peuple? Bah, oui, pour répondre par oui ou par non, oui, et je vais développer, je pense oui, que c'est le gros problème de notre temps. Ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est que le clivage gauche-droite, qui est vu comme quelque chose de très structurant dans la société française, ne l'a pas toujours été. En réalité, quand on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, dans lequel moi je pense que le mouvement des Gilets jaunes est une sorte d'étape, même s'il ne s'en revendique pas explicitement, mais disons le mouvement ouvrier pris au sens large, c'est-à-dire le mouvement des travailleuses et des travailleurs pour améliorer leurs conditions de vie, pour remettre en question la société, ne s'est pas toujours identifié à la gauche. La gauche, la droite et la gauche, c'est un peu les offres politiques institutionnelles existantes. Et puis il se trouve que par moment, par contre, les intérêts, on va dire le combat ouvrier des travailleurs, des personnes, on peut dire du bas peuple aussi, parce que ça fonctionne, hein, des personnes subordonnées, a coïncidé et s'est identifié fortement à la gauche à une certaine époque. Donc évidemment, l'âge d'or de cette identification, c'est les années 50, 60, 70, c'est-à-dire quand, pour le coup, la raison d'être d'un certain nombre de partis politiques, comme le Parti communiste, comme le Parti socialiste, était de représenter une classe sociale. Ça a été le cas pendant un temps, mais ce auquel on a assisté dans les années 80, c'est qu'il y a eu une rupture assumée de la part de ces organisations politiques entre leur représentation de classe et leur action politique. Et cette rupture, elle s'est beaucoup appuyée d'ailleurs, comme je vous disais, sur ces grilles de lecture un peu erronées, selon moi, hein, de classe moyenne. C'est de dire, bon, il n'y a plus de lutte des classes en France, voilà, tout ça c'est terminé. Ça a été un peu décrété dans les années 80. Et donc nous, avant tout, on va construire de nouveaux clivages. Et ça, vous avez ça a été quelque chose de plus ou moins assumé de la part de toutes ces organisations. Le Parti communiste, dans les années 90, s'est mis à avoir une orientation qui se disait plus humaniste, plus humanitaire, c'est-à-dire que voilà, on n'aide plus les travailleurs qui luttent, on aide les pauvres et les nécessiteux. Donc voilà, on est passé d'un discours offensif à un discours un peu charitable. Ça, c'est vrai pour le Parti communiste. Le Parti socialiste, bon, c'est une histoire plus complexe, en même temps plus connue, hein, c'est que le Parti socialiste, historiquement, a toujours été composé plutôt de membres de la bourgeoisie ou de la sous-bourgeoisie qui avaient à cœur de défendre les intérêts du peuple, mais qui, sitôt arrivés au pouvoir, ont eu tendance plutôt à être solidaires de la classe bourgeoise plus que de la classe populaire. Ça s'est vérifié dans les années 80, et à cet égard, voilà, le règne de François Mitterrand, c'est quelque chose de très ambigu, hein. C'est à la fois des grandes réformes sociales les 2 premières années de son mandat, et ce fameux tournant de la rigueur des années 83, qui est quelque chose, c'est une étape historique, hein. C'est cette façon où tout d'un coup les défenseurs de la classe laborieuse laissent tomber ce combat-là en disant de toute façon maintenant il y a des impératifs qui font qu'on n'a plus le choix, il y a l'Europe, il y a la mondialisation, et donc il y a eu ce lâcher-prise. Et donc forcément, ce qui s'est passé, hein, et le phénomène n'a fait que se confirmer dans les décennies qui ont suivi, c'est que alors que la classe bourgeoise, selon moi, et sous-bourgeoise, est très représentée politiquement, elle a des partis qui la représentent, dont les membres sont issus de ces classes-là, qui lui parlent, qui ont ces codes, qui pensent comme elle. Par contre, la classe laborieuse, dans ses différentes dimensions, se sont trouvées non représentées politiquement. Donc ça s'est accompagné, c'est ce qui explique, selon moi, une grosse partie du phénomène de l'abstention, sur lequel j'ai pu travailler par le passé. L'abstention électorale, voilà, c'est pas simplement, c'est même pas du tout une question de flemme ou d'individualisme, c'est simplement la déconnexion croissante entre les institutions politiques et des partis politiques et la population qu'ils et elles sont censés représenter. Donc cette rupture se produit, l'abstention augmente, et épisodiquement, des grands mouvements sociaux montrent l'envie de politique et de représentation politique et d'action politique de la classe laborieuse dans toutes ses dimensions. Et les Gilets jaunes sont un de ces exemples, c'est-à-dire de gens qui ne s'identifient à aucune organisation politique, y compris celle avec laquelle ils avaient des revendications communes. Je pense à la France insoumise, parce que quand on regarde les revendications des Gilets jaunes, c'est proche de la France insoumise. Mais ce qui est un peu remarquable, c'est que pour autant, quand bien même les revendications sont les mêmes, on est vraiment dans un rejet global, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un parti politique. Donc c'est ça le mouvement des Gilets jaunes, et ça doit nous pousser à considérer qu'il y a un gouffre qui n'a pas été comblé, puisque malheureusement, malheureusement,
le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un moment fort, mais qui pour moi n'a pas permis de structurer non plus une offre alternative. Voilà. En abordant la question des Gilets jaunes et depuis le début de cette entrevue du rapport entre la classe bourgeoise et du petit peuple, on arrivait à parler des questions d'inégalité. La France est quand même demeure un pays très égalitaire, avec une forte redistribution, puisque cette redistribution permet de diviser par deux l'écart de niveau de vie entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches. Mais pour autant, il y a en France une certaine fascination pour les écarts de richesse. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que ce serait une jalousie vis-à-vis de la réussite des plus riches? Est-ce que ce serait tout simplement une question taboue du rapport à l'argent ou une haine des riches? Alors, je pense que c'est aucune de ces trois solutions. C'est quand même très important ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai qu'en France, encore maintenant, et malgré beaucoup de régressions législatives dans la matière, on a encore un système qui est beaucoup plus redistributif que dans d'autres pays. Et ce qui, pour moi, nourrit et provient du fait qu'en France, on a une exigence égalitaire forte. Alors après, à quoi l'attribuer, hein, au combat passé, à la conscience politique des gens. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les sondages, pas ceux sur la sécurité ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de sondages sur les questions économiques, les Français sont, on pourrait dire, très à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas du tout pour les privatisations, ils sont pour une économie en partie nationalisée, ils sont pour un État qui intervient dans la distribution des richesses, donc ça c'est vrai. À quoi c'est dû? Moi je dirais que donc, dans cette culture politique qui exige l'égalité, et ni par haine, ni par jalousie, ni par défiance envers la réussite, mais simplement parce que, si vous voulez, quand on a une forte exigence de justice, il est difficile de tolérer l'inégalité. Parce que, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que, et on fait tout ça, hein, c'est-à-dire quand vous assistez à une inégalité, la première question que vous vous posez, c'est est-ce qu'elle est fondée en raison ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est une inégalité nécessaire pour que les choses fonctionnent? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'il y a des critères de justice qui font que certains ont plus et d'autres moins? Et est-ce qu'on pourrait faire autrement? Ça, c'est la troisième question. Alors, sur les deux premières questions, particulièrement quand on fait de la sociologie, c'est quand même très compliqué de considérer que les inégalités de revenus sont justifiées. Puisqu'en fait, dans la plupart des cas, déjà, elles proviennent d'héritage. D'héritage plus ou moins direct. Hein. Je ne parle pas simplement de l'héritage qu'on touche quand ses parents décèdent. Je parle du fait qu'en France, les plus riches vont dans les meilleures écoles, que par ailleurs, la dépense publique... C'est pour ça que quand on dit la France, c'est un système égalitaire, oui et non. Parce que par ailleurs, sur l'éducation, par exemple, ce qu'on voit statistiquement, hein, c'est qu'en France, le contribuable dépense plus pour un enfant issu de la bourgeoisie ou des 10% les plus riches que pour un enfant de pauvre. C'est-à-dire qu'on met plus d'argent dans les écoles qui forment ceux qui sont déjà favorisés que pour les autres. Donc là, on a l'exemple de quelque chose qui est inégalitaire de façon flagrante. Donc, si vous voulez, quand on cherche les origines des inégalités, notamment de richesse, c'est difficile de trouver des critères de justice. Ça arrive, bien sûr, et ça va être très mis en avant. Il y a une vraie narration là-dessus. Quand vous avez le portrait d'un... C'est toujours intéressant, moi je dis beaucoup les portraits de chefs d'entreprise dans des journaux. Le journaliste va toujours mettre l'accent sur ses caractéristiques propres. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'audace, c'est quelqu'un qui a su se dépasser, c'est quelqu'un qui a su prendre des risques. Ça, c'est une certaine vision des choses. Quand vous creusez un peu et que vous refaites le parcours sociologique, il y a très peu de hasard. Très peu de hasard. Nous, c'est quelque chose qu'on fait parfois avec frustration. On fait des biographies. Hein. On essaie de regarder ceux qui nous dirigent, quel a été leur parcours. Quand on regarde un exemple très français, c'est la famille Mullier. La famille Mullier qui possède notamment le groupe Auchan et puis en fait une grande partie de nos enseignes de distribution. La famille Mullier, il n'y a pas de hasard si vous voulez. C'est un groupe d'actionnaires familiaux dont vous faites partie si vous vous mariez avec un ou une Mullier, si vous êtes un enfant de Mullier. Et dans ces cas-là, c'est très simple. On vous donne, quand vous naissez dans la famille Mullier, évidemment, vous avez un niveau de revenu conséquent, vous avez sans doute une bonne éducation, mais en plus, il y a de fortes chances qu'à 25-30 ans, on vous confie la direction d'une des enseignes du groupe Mullier.
Donc, c'est difficile, du coup, si vous voulez, selon des critères de justice et de mérite, par exemple, le mérite est une valeur qui est souvent invoquée dans ces moments-là, bah, c'est difficile de trouver du mérite là-dedans. Récemment, dans la presse, je voyais que Alexandre Mullier, donc le petit-fils du patriarche de la famille Mullier, bon, bah, par exemple, il est devenu vice-président d'Auchan. Je doute, si vous voulez, que ça soit uniquement grâce à son mérite et à ses compétences, sans dire que c'est quelqu'un qui a volé tout ce qu'il a eu, c'est pas la question. Mais simplement, il n'y a rien qui vient étayer le fait qu'il ait particulièrement mérité sa place. Voilà. Donc, voilà, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Un système inégalitaire, il doit, pour être accepté, être fondé en justice. Et bah, il se trouve qu'en France, il ne l'est pas vraiment. Il l'est pas vraiment. Alors, on essaie, si vous voulez, même quand vous regardez sur notre élite politique ou administrative, par exemple, on va dire, oui, mais bon, il y a des concours. Admettons, il y a des gens, ils réussissent des concours et d'autres qui échouent des concours. C'est vrai, sauf que, bah, pareil, hein, quand vous faites la sociologie de ceux qui réussissent les concours, bah, il se trouve que c'est beaucoup ceux dont les parents ont eux-mêmes réussi des concours. C'est très compliqué, si vous voulez, de mettre un mérite individuel là-dedans, même si c'est très bien vu d'y croire et tout le monde va dire, voilà, et c'est normal, hein, quand vous accédez à une position, vous avez toujours envie de dire aux autres et de vous dire à vous-même que vous l'avez mérité. C'est normal. Mais à l'échelle de la société, ça ne tient pas trop. Donc voilà, moi, ma réponse, hein, c'est que les inégalités sont mal acceptées parce qu'elles sont peu justifiées. Et je pense que, alors pourquoi particulièrement en France eh ben, écoutez, moi, j'ai tendance à penser qu'en France, on a un esprit critique développé. Alors, à quoi c'est dû? À notre histoire, au combat passé. Et souvent, on oppose à l'exemple américain, hein, à l'exemple américain où il y a beaucoup plus de fiction justificatrice des inégalités. Le fameux rêve américain, et ça, et apparemment, c'est vrai. Alors, moi, je suis allé qu'une fois aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est le discours que vous pouvez entendre comme ça quand vous discutez avec quelqu'un, c'est-à-dire, bah, il y a ceux qui réussissent et qui sont des gens bien. Alors, ça, c'est fou parce qu'il y a une connotation morale derrière. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Quand on réussit aux États-Unis, c'est qu'en plus, on est a good person. Alors, ça m'avait frappé parce que je me disais, good person, c'est pas simplement quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Donc, en plus, il y a une connotation morale, quoi. Donc, ça sous-entend quand même que ceux qui réussissent pas, c'est des mauvaises personnes. Donc, je pense que ça va très loin. C'est lié à un fond religieux qui est lié au protestantisme. Enfin, il y aurait beaucoup d'explications là-dessus. Mais alors même que la société américaine est tellement inégalitaire par rapport à la nôtre que pour le coup, aux États-Unis, on est uniquement dans de la reproduction sociale. Hein. Contrairement à ce qu'on imagine, les États-Unis, le pays d'initiative, etc. Regardez la structure des inégalités et la reproduction sociale aux États-Unis, elle est très forte. Parce que pour le coup, aux États-Unis, vous n'avez aucune chance. Je veux dire, l'éducation étant payante dès le lycée, les soins étant payants, enfin, à partir de là, si vous voulez, il faut vraiment, oui, il faut vraiment des forces exceptionnelles et une série de chances pour pouvoir passer d'un milieu très populaire à un milieu très riche. Mais les Américains ont ce sens de la narration. La classe, pour le coup, la classe dominante américaine sait parfaitement mettre en scène la réussite de ses membres. Et j'ai toujours un exemple qui me revient parce que c'est le genre de truc qu'on entend beaucoup. On nous sort toujours la légende de, vous voyez, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui a commencé dans son garage. Ça, c'est vraiment l'image d'Épinal. Et en fait, bah, quand vous regardez la biographie de Bill Gates, c'est quelqu'un dont la mère était à la présidence d'un fonds d'investissement qui investissait dans les sociétés informatiques, dont le père était professeur d'université. Et donc, du coup, certes, à un moment donné, il a eu sans doute une bonne idée, mais contrairement à plein d'autres gens, lui a eu les moyens de la mettre en pratique. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, l'inégalité nous fait violence parce que elle nous fait nécessairement violence. Parce qu'a priori, quand on pose le principe de l'égalité humaine, hein, les hommes naissent libres et égaux en droit, je pense que c'est quelque chose qui nous imprègne tous, eh bien, on est prêt à accepter l'inverse uniquement s'il y a de bonnes raisons pour ça. Et sous le capitalisme, bah, c'est surtout des mauvaises raisons. Enfin, en tout cas, c'est des raisons qui sont pas de l'ordre de la justice, qui sont de l'ordre d'autre chose. Alors après, on peut dire, et ça, je pense que beaucoup de gens le pensent en France, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas de système B. Ça, je comprends. Mais peu de gens vous diraient c'est parfaitement juste, si vous voulez, que les enfants Mulliez récupèrent les directions des boîtes du groupe Mulliez. Bon, bah, difficile hein, de le fonder en raison.
Vous avez fait un parallèle avec donc ce pays beaucoup plus libéral qui est les États-Unis. C'est une question très intéressante. Et en effet, selon les sondages, aux États-Unis, la pauvreté est considérée comme un échec personnel, puisque 60% de la population pense que les pauvres sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, 29% parce qu'ils sont enfermés dans un piège de pauvreté, alors qu'en Europe, les pourcentages sont totalement différents. Et surtout en France, où on a une certaine passion de l'égalité. Je rappelle qu'on est le seul pays dans le monde à inscrire l'égalité dans notre devise, alors que la liberté, par exemple, est beaucoup plus fréquente. Donc c'est une question qui est intéressante puisque quand on fait des sondages aux États-Unis, les Américains considèrent davantage que leur pays est égalitaire que les Français. Donc les Américains ont une beaucoup plus haute estime de l'égalité dans leur pays que les Français, alors que dans les faits, on a évidemment un système de redistribution beaucoup plus développé et efficace en France. Mais ce contraste interpelle sur l'efficacité de la France de notre recherche d'égalité, puisque la meilleure manière de réduire, alors non pas les égalités, mais le sentiment d'inégalité et le sentiment d'injustice, est-ce que ce ne serait pas du coup d'inciter à l'effort et la prise de risque plutôt que de reverser directement de l'argent aux personnes défavorisées? Bah, écoutez, c'est ce qui est déjà, pour le coup, de plus en plus en vigueur en France, hein. La majorité des réformes de notre système de protection sociale ces 10 dernières années sont allées dans ce sens-là, avec ce pari selon lequel, pour stimuler la recherche de réussite, il faut conditionner, par exemple, les allocations issues de la redistribution à des preuves d'effort. Par exemple, l'idée que les personnes au RSA doivent à tout prix travailler. Alors moi, je suis très critique de ça, hein. Si ces dispositifs existent, c'est notamment pour faire accepter un marché du travail, faire accepter des faibles rémunérations, c'est pour tirer aussi les salaires vers le bas, avec cette idée que voilà, il faut travailler quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, d'ailleurs, les effets sont relativement mauvais. Je pense qu'il ne faut pas travailler quoi qu'il en coûte. Je pense que le travail a un prix, la dignité du travail aussi, qu'il y a des travaux qui sont inutiles, qui sont humiliants. Et donc, ça ne sert à rien de pousser les gens à travailler à tout prix. C'est même une façon de dévaloriser le travail, hein. Ces gens parlent beaucoup de la valeur travail, mais moi, je tiens à la valeur travail. Et la valeur travail, c'est de faire un travail de qualité, dans de bonnes conditions, et pour quelque chose d'utile. Et de plus en plus, on crée des pseudo-travaux. Moi, je vois, ça me fait toujours de la peine. Dans une agence Pôle emploi, par exemple, on crée des services civiques, hein, qui a été une façon de faire travailler la jeunesse à tout prix, bon, en donnant quelques revenus, mais en conditionnant à un travail plus ou moins intéressant. Vous allez à Pôle emploi, il y a des services civiques, ben, c'est des gens voilà, qui ne sont pas formés pour ça, qui sont à l'accueil, qui attendent, à qui on confie des micro-tâches, qui souvent sont là pour remplacer des fonctionnaires qui n'ont pas été, ou des agents qui n'ont pas été remplacés. Ah, vous voyez, je pense que ça contribue à dévaloriser le travail. Et puis ensuite, bon, faut être très clair, hein, par exemple, quand on pense au chômage, sur le chômage, à peu près toutes les initiatives législatives en la matière ces dernières années sont allées dans ce sens, c'est de dire, pour réduire le chômage, il faut que les chômeurs trouvent du travail. Et s'ils n'en trouvent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Donc, il y a eu tout un tas de réformes pour inciter au contrôle des chômeurs, faire en sorte qu'ils cherchent du chômage, etc. Et là, vous voyez, ça ne tient pas l'examen des faits. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais il faut voir qu'en France, on a une pénurie d'emplois. Et bien sûr qu'on trouvera toujours des exceptions. Il y a toujours un secteur qui n'arrive pas à recruter. Et donc là, il faut se poser la question pourquoi d'ailleurs. Mais si vous voulez, certes, il existe des emplois non pourvus, mais ça représente qu'une infime minorité du nombre de chômeurs. Donc ça ne sert à rien, si vous voulez, de pousser tout le monde à s'agiter en tous sens et de fliquer et de menacer à la coupure d'allocations si on n'est pas capable de dégager des emplois. Vous voyez, la logique, elle ne fonctionne pas. Et vous aurez beau pousser tout le monde à se dépasser, à faire le meilleur CV du monde, etc. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Et actuellement, vu le nombre de chômeurs, non, on n'a pas de travail à leur fournir, dans le contexte actuel. Donc, on aura beau les presser dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas mieux. On les aura juste pressés dans tous les sens. Et à la limite, on aura fait des économies sur leur dos, parce que vu qu'actuellement, la pression fait qu'au moindre rendez-vous, vous ne vous pointez pas comme demandeur d'emploi, on vous coupe une partie de vos allocations. C'est aussi une façon de payer moins et d'avoir un système de protection sociale moins onéreux. Mais que ça fonctionne, non, actuellement, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, le risque, le mérite, etc., ça fonctionnerait si on était dans une société, pour le coup, où toutes ces cartes étaient redistribuées en permanence, hein. Mais ce n'est pas le cas.
le capitalisme, c'est un système qui reproduit une structure à travers le temps. Les postes de direction du capitalisme, les postes de possession du capital, ce n'est pas des choses qui, à chaque génération, sont redistribuées. C'est faux, c'est tout l'inverse. On est un système qui se reproduit dans le temps, entre les générations, au sein d'une même classe sociale. C'est tout le principe, d'ailleurs, quand on dit classe sociale, la classe bourgeoise, on dit beaucoup c'est une classe pour soi et une classe en soi. Classe pour soi parce qu'elle existe, classe en soi parce qu'elle existe, et classe pour soi parce que c'est des gens qui ont conscience de leur propre classe et qui font tout pour perpétuer cette classe-là. Donc, c'est des gens qui font en sorte, en quelque sorte, que les places soient toujours prises d'avance. Vous voyez, la place de, je prends cet exemple-là, parce que c'est quelque chose qui est hyper répandu, la place d'Alexandre Mullier, petit-fils de Gérard Mullier, elle est prise, c'est lui qui la prend. Vous voyez, c'est pas, on ne vit pas dans un jeu, une sorte de jeu où à chaque fois, on se bat tous à égalité pour obtenir des places. Ça, c'est un peu l'utopie, mais c'est intéressant. C'est un peu l'utopie, pour le coup, libérale, ce serait de dire il faudrait une société où il y a des très riches ou des très pauvres, parce que c'est bien, mais il faudrait que tout le monde puisse aller de l'un à l'autre uniquement en fonction de ses caractéristiques personnelles. Alors, admettons, pourquoi pas, mais actuellement, on est exactement dans quelque chose d'inverse. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où on donne ce rêve-là, comme je disais, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous employez donc un vocabulaire, je sais que vous faites très attention à la question du langage, puisque c'est sur quoi porte votre ouvrage. Et on peut observer dans votre langage une conscience d'une certaine volonté de la classe dominante de justement dominer et conserver sa position, donc une classe pour soi qui en a conscience et qui veut perpétuer cela. Comment est-ce que vous justifiez cette prise de position? Est-ce que vous pensez vraiment que la classe dominante a une volonté d'exclure les personnes défavorisées, ou est-ce que c'est juste un comportement normal quand on a l'opportunité d'avoir un poste, d'accéder à ce poste sans avoir le réflexe de se dire qu'on va aller travailler à l'usine parce que peut-être que quelqu'un est plus méritant pour accéder à ce poste? Bien sûr, c'est une question très importante que vous posez. Il y a deux pôles qui s'opposent sur cette question. Je pense qu'il y a un pôle qui est très montant en ce moment, qui est le pôle conspirationniste. Quand on est conspirationniste, par exemple, on pense qu'il y a un petit groupe qui prend des décisions conscientes pour asservir le reste de la population. Donc, par exemple, avec une lecture conspirationniste des choses, tout ce que je vous dis depuis le début, par exemple, ça serait... Alors, c'est vrai que c'est une façon d'interpréter mes propos, il faut faire attention comment on le dit. Ce serait de dire, voilà, la bourgeoisie, c'est quasiment une classe unifiée qui tient un conseil d'administration chaque année et qui dit, voilà, comment on va réussir à truster les places, voilà la dernière méthode à agir, etc. Ça, c'est la vision conspirationniste, donc qui donne une volonté forte à un groupe, volonté forte et structurée. En réalité, ça ne se passe pas comme ça, enfin, je ne crois pas. Scientifiquement, d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe plutôt, c'est qu'il y a des effets qu'on pourrait appeler structurels, c'est-à-dire que quand on regarde le fonctionnement sociologique d'une classe sociale, une classe sociale, elle se définit par des intérêts communs, et ces intérêts communs, ils peuvent être conscients ou inconscients. C'est-à-dire qu'au sein de la même classe, tout le monde n'a même pas conscience de faire partie d'une classe. Ça, c'est important. C'est-à-dire que même au sein de la classe bourgeoise, alors moi je pense que les travaux empiriques sur la classe bourgeoise ont montré que c'était un peu la classe sociale qui avait le plus conscience d'elle-même. C'est-à-dire que les bourgeois ont relativement conscience d'être des bourgeois. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et ça ne passe pas par un grand conseil d'administration annuel. Par contre, il est vrai que c'est une classe qui est organisée politiquement, c'est-à-dire qu'elle a des partis politiques qui la représentent, elle a des lieux de sociabilité fermés, dans lesquels elle gère ses propres affaires indépendamment du reste de la société. Donc, ces lieux de sociabilité, ça peut être des clubs, ça peut être des associations, ça peut être même la franc-maçonnerie fait partie de ces mécanismes-là. Alors, on attribue tout un tas de trucs à la franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie, c'est un lieu de sociabilité parmi d'autres. Ceux qui disent tout se joue là, c'est faux. Non, en fait, dans les classes dominantes, il y a tout un tas de lieux. Il y a aussi les dîners. Vous voyez, le dîner du siècle, c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup fantasmer. C'est un lieu place de la Concorde à Paris où chaque mois, il y a un dîner qui rassemble des membres de la classe médiatique, des politiques, des ministres, des chefs d'entreprise. Voilà, ils se retrouvent et ils discutent sur des sujets. Tout ça est très bien organisé.
mais ce n'est pas non plus là que tout se décide. C'est tous ces lieux-là qui contribuent à forger une politique de classe, alors qui n'est pas unifiée, parce qu'en plus, au sein de la classe bourgeoise, il y a des forces qui s'affrontent. Et d'ailleurs, on le voit politiquement. Vous voyez, il y a la bourgeoisie de droite traditionnelle qui va plutôt pousser ses candidats de droite. Par exemple, quelqu'un comme François Fillon, c'était vraiment le candidat de la bourgeoisie traditionnelle, voilà, du patronat traditionnel, ancestral. Et puis Macron, c'est autre chose, c'est une autre bourgeoisie qui est plus urbaine, qui est plus dans l'économie numérique. Hein, tous ses soutiens, c'était ça, Xavier Niel, etc. C'est-à-dire voilà, d'autres formes de capitalisme. Et puis, ils s'affrontent un peu pour l'exercice du pouvoir. Hein, là, on peut faire... donc, il y a en plus, au sein de cette classe, des intérêts divergents. Mais si vous voulez, quand je dis c'est une classe qui reproduit ses intérêts à travers le temps, c'est particulièrement le cas. Alors là, je me base entièrement sur les travaux des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, qui sont des sociologues de la bourgeoisie, qui ont fait beaucoup d'enquêtes de terrain, notamment dans les grandes familles bourgeoises, et eux, ils regardent le fonctionnement la structure de la famille bourgeoise. Et notamment, on constate que c'est des familles où on contrôle beaucoup même les fréquentations des enfants, en organisant par exemple des rallyes, donc des soirées privées pour se faire rencontrer les enfants, qui rencontrent les bonnes personnes, qu'ils aient accès au bon réseau, qu'ils aillent dans les bonnes écoles, etc., etc. Et donc, tout ça mis bout à bout coïncide à ce qu'on a une classe qui est homogène dans le temps, qui se reproduit dans le temps, qui se transmet ses richesses, son réseau, etc., etc. Mais ensuite, qu'individuellement, on ait affaire à des gens qui... c'est la dernière partie de votre question. Pour moi, du coup, il ne faut pas mettre trop de morale là-dedans. C'est-à-dire que les individus qui interréagissent dans ce système le font pour de bonnes raisons. Ils ne le font pas pour des raisons machiavéliques. Ils ne le font pas pour le plaisir d'écarter les autres. Souvent, ils le font, on peut même dire, ils le font par amour. Hein. Alors, je veux dire, des parents qui cherchent à faire en sorte que leurs enfants aient toutes les clés en main. Ça peut être d'ailleurs, à mon avis, assez étouffant. Je doute que les enfants de la bourgeoisie soient les plus heureux, par ailleurs. Donc, vous voyez, il faut vraiment écarter la question de... voilà, après, la question du bonheur, là, c'est encore autre chose. On n'est pas dans la sociologie. Hein. Mais voilà, après, on peut spéculer là-dessus, mais il faut quand même écarter la question morale quand on parle des classes sociales, parce que tout ça, c'est quand même des structures qui nous dépassent largement. Largement, et ensuite, pour la plupart des gens, mais après, il faut bien voir que ces classes sociales ont des représentants qui, eux, comment dire, agissent activement en faveur de la classe qu'ils représentent. Donc, par exemple, ça peut passer par la politique. Quelqu'un comme... je prends l'exemple de François Fillon, parce qu'on n'en parle plus beaucoup de cette personne, mais qui, pour moi, était vraiment symbolisé le candidat de la classe bourgeoise, comme on a vu depuis des décennies. Bon, c'est quelqu'un, par exemple, il avait dit explicitement qu'il ne voulait pas mettre fin à la sécurité sociale, mais parmi ces trucs, il y avait l'idée de réduire considérablement la sécurité sociale. Voilà, on voit bien qu'on a une revendication de classe, parce que la sécurité sociale, c'est quelque chose qu'embête beaucoup le patronat, parce que la sécurité sociale est financée en partie sur les cotisations des employeurs. C'est quelque chose qui bénéficie, dont la classe bourgeoise pourrait se passer, hein, parce qu'elle a déjà suffisamment d'argent pour payer ses propres soins, etc. C'est le cas aux États-Unis, par exemple. Et c'est quelque chose qui bénéficie surtout à la classe laborieuse et qui a été mis en place à la Libération par les communistes et la CGT, c'est-à-dire ses représentants. Donc là, vous voyez, on a clairement un objet qui est très clivant socialement. Et donc oui, là, c'est la partie un peu plus active du travail d'une classe sociale, c'est de se faire représenter politiquement, et les représentants de cette classe sociale vont vouloir tendanciellement faire des choses en faveur de cette classe-là. Quand Macron supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, là, pour moi, on est vraiment dans une politique de classe, et ça a été quasi assumé. Hein. C'est-à-dire, l'idée, c'était de donner les mains libres aux investisseurs. Alors, il ne va pas dire les bourgeois, il va dire les investisseurs, hein, parce qu'il les présente en tant qu'investisseurs, pour leur permettre d'investir plus. Ce qui était un raisonnement faux, puisqu'en fait, le principe de l'ISF, c'était justement d'empêcher l'argent de dormir et de faire en sorte qu'on investisse. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on est clairement là dans une mesure de classe, sous couvert de fonctionnement macroéconomique. On a clairement quelque chose qui a bénéficié à énormément de gens, situé au sommet de la population. Donc pour moi, il faut bien considérer... Pardon ? Alors même qu'il a été remplacé et pas purement et simplement supprimé ? Il a été remplacé sur la partie de la taxation de l'immobilier, oui. Mais il a été supprimé sur la partie du patrimoine mobilier, c'est-à-dire financier. Donc oui, effectivement, ça a été remplacé par l'IFI, mais la partie financière a été supprimée. Vous preniez l'exemple tout à l'heure des rallyes. Vous avez beaucoup parlé de la famille Mullier, de Bill Gates, des États-Unis. Vous parlez beaucoup de la reproduction des élites.
Et dans votre livre, vous rappelez qu'il y avait 20% de députés ouvriers en 1945 à l'Assemblée nationale et qu'il y en a zéro aujourd'hui. Mmh. Et vous dites également que Emmanuel Macron, en arrivant, en quelque sorte confirmer cette reproduction des élites, puisqu'il a voulu renouveler l'Assemblée nationale, mais que le nouveau personnel qui est arrivé appartenait à la même classe sociale, puisque c'était des avocats, des cadres, etc. Et donc ça restait de la bourgeoisie. Donc finalement, il a changé les têtes sans changer l'appartenance sociale. Et je me permets de rebondir sur une question que vous abordez également brièvement dans votre livre, puisque vous parlez des clivages qu'il y a au sein du peuple, notamment les clivages français immigrés, clivage gauche-droite, le clivage progressiste-conservateur, etc. Et est-ce que ce ne serait pas la promotion de ces clivages au sein du peuple ne serait pas une stratégie de la bourgeoisie en quelque sorte de diviser pour mieux régner? Quand on parle de stratégie, il faut se méfier de la question d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on a affaire, encore une fois, à un groupe social structuré, un groupe qui, si vous voulez, dont les membres sont aussi influencés par des idéologies, et si on devait encore considérer les choses moralement, qui sont persuadés de faire les choses bien. Et la question du bien ou du mal, là-dedans, doit être très secondaire. La question, c'est qu'est-ce qui se produit en termes d'effet de structure de classe. Toujours est-il que la libération après la Seconde Guerre mondiale est un moment de grande redistribution des cartes politiques entre les différentes classes sociales. Ça a déjà été plus ou moins le cas au moment du Front populaire quelques années plus tôt, mais ça a été une expérience très courte. Mais toujours est-il qu'à la libération, ce qui se passe, c'est que la bourgeoisie est dans un sens mis beaucoup hors jeu en France. La bourgeoisie économique qui régnait sur le pays auparavant, déjà parce que beaucoup d'entreprises sont nationalisées en répression, en réaction à la collaboration avec l'occupant nazi. Donc déjà, l'équilibre des forces sur le plan économique est complètement revu. Et puis parce que donc la libération, c'est très important. Pourquoi 20% d'ouvriers à l'Assemblée nationale? Parce que tout simplement, on avait un parti communiste très fort qui, à l'époque, pour le coup, je parlais de la gauche du temps, elle représentait une classe sociale. Le Parti communiste de l'après-guerre se veut représentant des travailleurs et donc met en avant et fait monter en son sein des ouvriers et des employés. D'où le fait qu'il soit très représenté à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la situation en 1945. Et donc, c'est le moment de notre histoire où politiquement, les institutions ont été les mieux réparties entre les classes sociales. Et donc, ça change beaucoup de choses, parce que du coup, la politique, elle a été faite en fonction d'intérêts divergents, certes, puisque la bourgeoisie n'a pas été rayée de la carte, ce n'est pas une révolution, mais c'est un rééquilibrage. D'où, du coup, la mise en place de tout un tas de systèmes bien plus favorables à la classe laborieuse qu'à la bourgeoisie. La sécurité sociale en est un exemple, mais la nationalisation de l'énergie, la nationalisation de nombreuses industries en est un autre, puisque quand vous nationalisez, par définition, vous faites en sorte qu'il n'y ait plus de profit privé qui soit possible. Donc, vous coupez les vivres de la classe possédante, ça c'est sûr. Donc, il y a eu ce grand rééquilibrage, et puis je dirais que depuis, on décline. On est à nouveau dans des mécanismes de monopolisation, et finalement, c'est vrai que symboliquement, c'est important que vous en parliez, le moment où Emmanuel Macron accède au pouvoir et où sa nouvelle majorité accède au pouvoir, eh ben, on n'a plus d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en réalité, si vous regardez sociologiquement, le pouvoir est largement monopolisé par la classe bourgeoise et sous-bourgeoise, c'est-à-dire ceux qui possèdent et ceux qui bénéficient de l'ordre établi. Donc, et encore une fois, ils en bénéficient qu'ils le veuillent ou non. La question n'est pas morale, ce n'est pas des gens qui sont là pour ça, mais il se trouve qu'il y a toute une série de professions que vous occupez et qui font que vous bénéficiez du système tel qu'il est. En tout cas, il ne vous nuit pas. Donc, et l'ironie du sort, je dirais, vous avez raison, c'est qu'à l'époque, c'était présenté comme un renouveau. C'est-à-dire, la nouvelle majorité LREM, elle a été présentée comme un renouveau du personnel politique. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont interprété comme ça. Mais en réalité, si vous regardiez sociologiquement, ce n'était pas un renouveau, c'était un approfondissement. C'était un approfondissement de toute la logique qui avait eu lieu dans les décennies précédentes et qui aboutit donc à l'effacement des ouvriers et des employés du corps législatif et politique en général. Et donc là, quand on voit ça, forcément, ce n'est pas un hasard qu'un an plus tard, on ait le mouvement des Gilets jaunes qui explose, le mouvement des Gilets jaunes qui se revendique vraiment
comme l'expression politique radicale de ceux qui ne sont plus représentés politiquement. Quelque part, c'est presque logique sociologiquement que cet événement a eu lieu. C'est vrai qu'on fait le constat dans énormément de professions que la représentation sociale reste toujours un peu la même, puisque alors que l'école est gratuite, obligatoire, que l'université est gratuite, que les étudiants peuvent toucher des bourses, les classes préparatoires ne comptent que 7% d'étudiants ouvriers et 11% d'enfants employés, enfin fils d'employés. Vous le soulignez dans votre ouvrage d'ailleurs, l'égalité des chances n'est pas atteinte en France et selon un rapport de l'OCDE, la France affiche, je cite, dans l'ensemble une mobilité relativement faible par rapport aux autres pays. Elle se classe ainsi avec l'Allemagne au rang des plus mauvais élèves européens. Donc comment, concrètement, rapidement, faire redémarrer l'ascenseur social? Alors, il faut interroger cette question. Alors, comme je le disais déjà, est-ce qu'on veut un ascenseur social? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un système inégalitaire dans lequel chacun puisse gravir les étages? Première question déjà, est-ce qu'on veut ça? Ou bien est-ce qu'on veut une société plus égalitaire? Première chose, et je répondrai à chacune de ces questions après sur mes propres opinions, parce que là, on entre dans le domaine de l'opinion, parce que c'est des questions de philosophie politique. Deuxième chose, est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un système inégalitaire où on puisse monter de bas en haut? Et est-ce que les dominants le veulent vraiment? Et ça, c'est aussi la question. C'est-à-dire que si vous voulez, le prix à payer si on voulait un ascenseur social, ce n'est pas les quelques mesurettes qui sont faites actuellement pour mettre tant de pourcents de boursiers à Sciences Po, tant de pourcents de boursiers là. Ça, c'est pas des réformes structurelles, ça, c'est juste des réformes cosmétiques. Et d'ailleurs, les résultats montrent qu'après 10 ans de dispositif dit égalité des chances à Sciences Po Paris, en fait, la répartition sociale est toujours la même. Donc, vous voyez que ça ne sert à rien de faire les choses à la marge. Et donc, si on voulait vraiment un ascenseur social, et là, c'est une réponse sociologique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, par exemple, il faudrait faire en sorte qu'on n'ait plus un système d'éducation de deux vitesses. Le système français, c'est donc, vous l'avez décrit, à 3 vitesses d'ailleurs. D'ailleurs, on a un système à 3 vitesses, c'est-à-dire première vitesse, une voie professionnelle dans laquelle si vous allez, déjà vous y allez très jeune en apprentissage, on envoie les gens à 14 ans. Une fois que vous êtes en apprentissage, puis en BTS, etc., vous êtes coincé dans cette voie-là. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Donc ça, c'est la première voie, on va dire, et qui est monopolisée par la portion, on va dire, inférieure socialement de la classe laborieuse. Première voie professionnelle. Ensuite, il y a la voie générale, mais cette voie générale est elle-même divisée en 2 voies. Première voie, la voie des IUT et des universités, on pourrait dire la voie un peu moyenne en quelque sorte, qui est en fait où vous avez une représentation ouvrier, employé, profession intermédiaire un peu plus forte, voilà, qui vous amènera à des métiers qualifiés mais subordonnés. Et puis vous avez cette 3e voie, qui est la voie classe préparatoire grandes écoles, qui est pas mal une exception française d'ailleurs, et qui est une exception française parce qu'en plus elle est publique, c'est-à-dire qu'elle est financée par le contribuable et chère, parce que vous parliez des différents montants, mais par exemple, on dépense à peu près 2 fois plus pour un étudiant en classe préparatoire qu'un étudiant à l'université ou en apprentissage. Donc les choix sont clairs actuellement, les choix sont clairs, c'est de donner plus à ceux qui ont beaucoup. Donc on n'est pas dans un choix ascenseur social actuellement, on est dans un choix conforter ceux qui sont déjà bien. Et les autres, on les répartit. Voilà. Donc, si vraiment on voulait un ascenseur social, et moi je pense que c'est possible, eh bien, il faudrait faire un seul et unique système où à tout moment, vous pouvez changer d'échelon, où à tout moment, vous pouvez vous distribuer, et à tout moment, il est possible d'atteindre des postes de direction. C'est-à-dire, on ne différencie plus voie professionnelle, déjà, on ne différencie plus voie technique dite et voie intellectuelle. Moi, je pense que ça, c'est une première étape. Et moi, j'appellerais de mes voeux, parce que je pense qu'on le voit beaucoup, les gens ne sont pas très heureux de ça, y compris ceux qui sont dans les voies intellectuelles. Moi, j'en suis typiquement l'exemple. Moi, j'ai fait vraiment des études de philo, de sociaux, etc. Et maintenant, je me retrouve à faire des travaux agricoles. Et pour moi, c'est très politique de faire ça. C'est-à-dire que je me rends compte que si je veux être cohérent avec moi-même, je ne peux pas simplement me contenter de lire des livres et d'en écrire. Et d'ailleurs, si j'écoute mes propres besoins, à 30 ans passés, j'ai aussi besoin de me servir de mes mains. Et beaucoup de gens ressentent ça. Ça, c'est la fameuse crise des trentenaires diplômés. Le nombre de trentenaires diplômés qui décident de tout plaquer pour aller monter une ferme,
C'est même un rêve très répandu. Donc ça veut bien dire qu'en plus, ce système, il ne contente même pas ceux qui sont censés. Voilà. Et moi j'ai fait une voie moyenne, hein, j'ai fait l'université, mais je connais aussi des gens qui ont fait des grandes écoles qui sont dans la même perspective. Et à côté de ça, on a des gens qui ont été dans des voies très professionnelles, très techniques dès leur plus jeune âge et qui sont frustrés de ne pas pu avoir accédé voilà, à autant de lecture, autant d'écriture, qui sont quand même des privilèges aussi. Donc, si vraiment on veut l'ascenseur social, il faut faire péter tout ça. Et c'est là qu'on revient à la question des intérêts de classe des uns et des autres. C'est qu'en réalité, vous voyez que on a une classe dominante qui est très conservatrice là-dessus, qui ne supporte pas qu'on touche à Sciences Po Paris, qui ne supporte pas qu'on touche aux classes préparatoires. La moindre petite réforme qui est engendrée, qui est faite là-dessus, il y a tout de suite une levée de bouclier. Je me souviens, au début du quinquennat de François Hollande, il y a eu une tentative, je crois, de démocratiser un peu les classes préparatoires. Enfin, je vérifie, je ne sais plus exactement en quoi ça consistait, mais tout de suite, ça a été abandonné. Il y a eu des pétitions de tout le monde a dit que c'était une atteinte à l'excellence française. Donc, vous voyez, quand on dit il faut relancer l'ascenseur social, moi, ce que je constate, tout le monde dit ça, mais alors ceux qui le veulent vraiment, et encore une fois, je dis ça passerait par fusionner ces différents systèmes, hein, partager le gâteau, ne le veulent pas. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment les deux questions qu'il faut se poser quand on dit l'ascenseur social. C'est est-ce que déjà, on veut une société inégalitaire dans l'absolu? Voilà. Mais admettons, hein, moi, je pense qu'on pourrait avoir une société plus égalitaire, avec une hiérarchie des métiers qui soit moins grande, où les métiers les plus pénibles ne soient pas les moins bien payés, où les métiers les plus agréables ne soient pas forcément les mieux payés. Enfin, vous voyez, on pourrait revoir complètement déjà ça. Il faut s'autoriser à penser ça, parce que si simplement on se dit on veut juste relancer l'ascenseur social, c'est une façon de se dire, du coup, il y aura toujours des éboueurs mal payés qui ont le dos bousillé à 50 ans, et il y aura toujours, vous voyez, des cadres très bien payés qui cumulent tout. Moi, personnellement, ça me heurte. Je trouve qu'on devrait faire les choses mieux. Et puis ensuite, deuxième question, c'est cet ascenseur social, on le relance, mais à quel prix? Et est-ce que vraiment ceux qui en bénéficient vont être d'accord? Moi, ça, je ne crois pas. L'entrevue va bientôt toucher à sa fin. On a juste une dernière question à vous poser. Dans son livre Les populismes, les demeurés de l'histoire, Chantal Delsol avance une thèse sur la gauche qui, depuis, elle prend la date de mai 68, ne défendrait plus le petit peuple au profit de ce qu'elle appelle les nouveaux opprimés de l'histoire, donc qui sont sur des critères de sexe, de race, de religion, etc. Et elle explique cela par le fait que après mai 68, les élites se sont rendues compte que le peuple était des petits bourgeois conservateurs et qui n'adhéraient plus à l'idéal du progrès. Et on peut faire le parallèle avec ce que vous-même vous dénoncez dans votre livre, c'est-à-dire le fait qu'une certaine bourgeoisie de gauche fasse la promotion de la diversité pour occulter les vraies questions, les inégalités sociales. Et donc, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse de Chantal Delsol? Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la lutte des classes, finalement, pourrait être plus défendue maintenant par une certaine droite extrême, notamment au Rassemblement national avec le vote ouvrier et un certain discours anti-élitiste, que par la gauche traditionnelle? Alors, beaucoup de questions importantes. Je vais essayer de répondre brièvement. Alors, je pense que je vais commencer par la dernière, parce qu'elle est importante. Je pense qu'effectivement, tout le monde se rend bien compte, quand je dis tout le monde, c'est dans la classe politique, que les questions sociales ont été abandonnées depuis 20 ans et que les gens n'en peuvent plus, du coup. Et donc, la question, c'est pour beaucoup, comment capter ça électoralement? Et donc, du coup, il y a des organisations politiques qui vont essayer de mettre cette dimension-là en avant. Mais il y a mettre en avant, comme le fait l'extrême droite, et il y a la réalité programmatique. Et moi, je vois bien que le Rassemblement national veut mettre ça en avant, mais sur ce qui est de son programme politique, il faut voir que depuis sa création, le Front National, ça a toujours été un parti qui, par exemple, ne veut pas du tout remettre en cause les structures de domination liées à l'économie. C'est vraiment un parti qui a d'ailleurs très peu eu de discours dessus et qui maintenant en a depuis peu, mais très timidement. Par exemple, Marine Le Pen, elle s'est engagée pour la retraite à 60 ans, mais longtemps, d'ailleurs sans trop dire comment ni pourquoi. Mais le FN, c'est surtout un parti qui veut tailler dans la dépense publique, qui, sur le plan économique, a toujours eu les mêmes orientations que les partis de droite, c'est-à-dire, voilà, il ne faut pas faire de communisme, c'était un parti anticommuniste. Donc, je dirais qu'il y a les apparences, il y a le discours, et puis il y a les actes, et clairement, un Rassemblement national au pouvoir
il ne changerait rien à tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent. Ce n'est pas un parti qui veut combattre les inégalités sociales. Par contre, symboliquement, c'est un parti qui se place du côté, qui veut se mettre en scène du côté de la classe laborieuse, quand bien même il est composé lui aussi de membres de la bourgeoisie. Faut regarder la famille Le Pen, c'est une famille riche, enfin, on connaît tous des photos de leur manoir, etc. Mais même les cadres du Front National sont issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Donc il n'y a pas trop de différence avec les autres grands partis. Et quand bien même ils ont une posture qui est différente, et à la limite, oui, leur discours, ça va être de dire on défend les classes laborieuses parce que nous, on veut leur débarrasser de l'immigration qui est la cause de tous nos problèmes. Alors après, la question, c'est est-ce que l'immigration est vraiment la cause de tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent? Vous aurez une idée de mon avis là-dessus. Pas du tout. L'immigration, c'est un phénomène par ailleurs, mais ce n'est pas à cause de l'immigration qu'on a une société aussi inégalitaire, loin de là. Voire même, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc ça, c'est une première chose sur le Rassemblement national. Ensuite, vous m'avez dit, alors il y avait plusieurs questions. Et, concernant la thèse de Chantal Delsol sur Oui, la gauche qui aurait… La gauche. Ah oui, c'est très important. Alors, c'est très important. Et c'est attesté, par exemple, dans le cas du Parti socialiste. Oui, il y a eu tout un discours du Parti socialiste, notamment, qui a été écrit noir sur blanc dans une note du think tank Terra Nova, qui est un think tank proche du PS, maintenant proche de LREM. En 2011, donc avant l'élection de 2012, c'était des politologues proches du PS qui disaient, en gros, c'était écrit noir sur blanc, les classes populaires sont acquises aux idées racistes ou conservatrices, donc c'est mort. Donc il faut se tourner vers d'autres catégories. Alors bon, c'était pas d'une grande rigueur sociologique, c'était les jeunes, les immigrés, les personnes LGBT. Donc ils faisaient un grand fourre-tout comme ça en disant les autres. Alors déjà, et donc grâce à cette note, on a beaucoup mis à jour cette stratégie-là, mais qui est une stratégie complètement inconséquente par ailleurs. Pour moi, cette stratégie, elle montre juste que le PS veut abandonner les catégories populaires, mais ce qui était en fait déjà le cas plus ou moins depuis les années 80. Donc, pas de grosse différence. Par contre, cette stratégie, pour moi, elle est erronée parce qu'en réalité, comment dire, il ne faut pas séparer les deux. Et nous, dans notre réflexion à Frustration Magazine, comme dans le livre, on ne sépare pas en réalité. Ce qu'on dit clairement, et c'est le cas sociologiquement, les catégories opprimées dont on dit qu'elles ont remplacé la lutte des classes sont les mêmes que les catégories opprimées de la lutte des classes. Et donc, en fait, si vous voulez, quand vous êtes un immigré en France, bien sûr, vous pouvez être défendu au nom de la lutte antiraciste, mais il se trouve que vous êtes aussi victime de l'exploitation économique. D'ailleurs, les immigrés sont venus en France pour être les plus exploités des exploités, et c'est encore le cas. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous défendez la classe laborieuse, en fait, vous défendez ces différentes dimensions à l'intérieur. Vous défendez aussi les femmes face au patriarcat. Pour moi, tout ça est compatible. Et en fait, effectivement, il y a eu une gauche bourgeoise qui a voulu séparer tout ça, parce que bon, ça lui permettait de continuer d'être de gauche sans être contre le capitalisme. Ça, c'est clair et net, et je suis assez d'accord avec ça. Mais du coup, son combat pour les minorités a été aussi très inconséquent. C'est-à-dire que si vous regardez actuellement dans l'échiquier politique, la gauche qui défend le mieux les minorités, entre guillemets, c'est aussi la gauche qui défend le mieux les classes populaires en général, qui va avoir le discours le plus radical là-dessus. Si vous voulez, et je pense que d'ailleurs, l'évolution actuelle du mouvement antiféministe, antiraciste et du mouvement féministe va dans le sens d'une plus grande prise en compte des questions sociales. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a eu sans doute une époque, peut-être ces 20 dernières années, où on s'est mis à saucissonner les problèmes. On a dit, voilà, il y a le racisme d'un côté, il y a les problèmes économiques de l'autre, et tout ça n'a pas de lien. J'ai l'impression qu'au contraire, de plus en plus de gens font le lien, ce qui fait que, oui, pendant tout un temps, la gauche a voulu saucissonner tout ça, mais ça s'est vu, si vous voulez. Ça s'est vu particulièrement sous François Hollande. François Hollande, vous voyez, c'est le président qui met en place le mariage homosexuel, mais s'arrête là, et l'a fait de façon, comment dire, tous les mouvements LGBT diront que ça a été fait timidement, pas la fleur au fusil, et qu'ils se sont arrêtés sur tout un tas de revendications. Mais admettons, ça a été sa grosse marque de gauche. Par contre, il a mené une politique de droite sur le reste. Et ça a nourri cette thèse selon laquelle, finalement, les deux questions s'opposaient. Mais attention, voilà, moi, je pense qu'il faut faire très attention. Oui, il y a des gens qui, pour ne pas tenir de discours sur la lutte des classes, voire pour défendre la bourgeoisie, ont instrumentalisé les questions, les autres oppressions pour se dédouaner. Mais déjà, ils ne l'ont pas fait jusqu'au bout. Et surtout, si on veut le faire de façon conséquente, quand on lutte contre des formes de domination contre la société, on est obligé de prendre en compte leurs interactions entre elles. Parce
qu'on appelle l'intersectionnalité, qui fait vraiment le terme, c'est devenu le terme qui fait peur. Mais la sociologie a toujours fait de l'intersectionnalité en réalité. On saucissonne jamais les problèmes comme ça, ils sont toujours liés. Ils sont toujours liés, et le fait d'être une femme dans la société capitaliste crée des liens particuliers qu'il faut étudier et il faut prendre en compte. Voilà ma réponse. Alors, merci beaucoup Nicolas Framont. C'est déjà la fin de cette entrevue. Donc, merci au nom de Scopéo pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour votre question. Nous avons abordé beaucoup de points de sociologie sur la lutte des classes, la stratification sociale, la bourgeoisie, etc. Et donc, nous invitons tous nos auditeurs à lire votre livre La guerre des mots s'ils veulent en apprendre plus. Et donc, merci encore, et je laisse la parole à Domiti pour le mot de la fin. Voilà, donc votre livre est donc toujours en vente, coécrit avec Selim Derkaoui, qui est très intéressant, très très bien écrit, illustré et donc tout à fait captivant et agréable à lire. Et donc de notre côté, ce podcast sera publié sur notre chaîne YouTube Scopéo, l'Observateur politique, et elle fait suite à 8 autres entrevues politiques, et ce n'est que le début. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook, Scopéo, l'Observateur politique, toujours. Donc, merci beaucoup à vous, merci pour votre temps, c'était tout à fait passionnant. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs pour nos prochaines entrevues politiques qui arrivent très très vite. Merci. Merci. Merci.